Donc on a beaucoup parlé des innovations, des nouvelles thérapies, mais tout ça, on a parlé du coût, mais ça a aussi un impact sur le parcours, de soins. Et donc on va commencer avec vous, Catherine Seban. Vous êtes hématologue au Centre Léon Bérard depuis une vingtaine d'années. Vous avez développé l'onco-hématologie après avoir été hématologue au CHU. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle thérapeutique, vous allez nous brosser un petit peu un tableau général sur l'impact de ces nouvelles thérapies dans le parcours de soins, concrètement. Oui, bonjour. Alors, je ne vais pas le faire toute seule, parce que je pense qu'on est plusieurs sur cette table. Donc, en fait, je pense que vous êtes tous convaincus des progrès énormes qui sont actuellement faits dans la meilleure connaissance du lymphome, et donc de nouvelles thérapeutiques qui sont extrêmement prometteuses. Et à titre personnel, je suis vraiment émerveillée, parce que je ne suis quand même pas toute jeune, de voir les progrès qui sont faits, en particulier ces dernières années. Et donc, j'espère que vous repartirez avec beaucoup d'espoir, parce que je pense qu'on va y arriver, quel que soit votre statut, on devrait arriver à guérir ou à contrôler la maladie des patients avec des lymphomes. Voilà. Alors, ceci dit, on va peut-être revenir à la vie réelle, parce que là, on a beaucoup parlé de l'immunothérapie, qui est un traitement ciblé. Donc, on va surtout parler des traitements PEROS, sachant que vous en avez peut-être pas beaucoup entendu parler, parce que finalement, c'est des traitements qui sont très prometteurs, mais qui sont faits la plupart dans des essais thérapeutiques, qui vont donner des résultats et qui vont être, on l'espère, maintenant dans la vie courante. Donc je pense que Laure Lebras, qui est hématologue également avec moi, elle va plus cibler ces traitements à qui, pour l'instant, on peut offrir ces traitements. Après, Madame Riofol, qui est pharmacienne au centre hospitalier Lyon-Sud, elle va vous expliquer le réseau qu'elle a fait pour les effets secondaires, parce que ce n'est pas parce qu'un traitement est en comprimé et qui ne fait pas perdre les cheveux qu'il n'a pas de toxicité. Il a des toxicités tout à fait particulières et il faut vraiment bien les connaître. Et puis, on a la chance d'avoir un médecin généraliste, et c'est important parce que les médecins généralistes, ils sont vraiment partie prenante de la prise en charge des patients. Docteur Laure Lebras, vous êtes hématologue au Centre Léon Bérard. Vous allez reprendre l'année prochaine le poste du docteur Seban. Vous êtes spécialisé dans les hémopathies lymphoïdes. Et vous allez justement nous parler, en complément de l'intervention du Dr Seban, de l'exemple des thérapies cellulaires disponibles, notamment dans le lymphome de Hodgkin. Bonjour, moi je suis le docteur Lebras, donc je travaille effectivement au Centre Léon Bérard. Catherine Seban m'a introduit dans la table ronde, voilà, parce que, entre autres, au centre, je vais lui succéder. Et elle m'avait demandé en fait de refaire un point sur les thérapies ciblées. Alors j'avoue que vous avez déjà entendu parler de beaucoup de choses. On sait bien, c'est que je vais pouvoir aller vite et on va essayer de rattraper un petit peu le temps. Donc c'est pas plus mal. Donc je ne vais pas revenir sur les anticorps monoclonaux, l'immunothérapie, parce qu'on vient largement d'en parler. Donc je vais me concentrer en fait sur 7 diapositives, comme ça va aller très vite. Donc qui sont les inhibiteurs, qui sont en fait le cœur de la thérapie ciblée, les inhibiteurs de la voie de signalisation du BCR. Donc je pense que le professeur Guéquer vous en a parlé ce matin, apparemment il vous a fait un super topo où vous a expliqué de façon très claire ce qu'il en était. Donc juste pour bref rappel, le BCR, c'est une protéine qui est à la surface des lymphocytes B normaux. Mais dans les lymphomes, en fait, il est en gros, toute la voie de signalisation est activée, et ça, en gros, ça donne des bénéfices en termes de survie et de prolifération à la cellule lymphomateuse. Donc le but, en fait, c'est de cibler cette voie de signalisation, de l'inhiber, et du coup d'enlever ses capacités de survie et de prolifération. Donc actuellement, en fait, on a essentiellement deux thérapies ciblées qui sont accessibles facilement hors essai clinique, qui ont donc l'autorisation de mise sur le marché. Donc il y a l'ibrutinib, qui est un inhibiteur de BTK, de première génération, qui est utilisé dans le lymphome du manteau en rechute, suite à un essai de clinique qui lui a donné la possibilité de l'utiliser. Ensuite, on a l'idélalysib, qui est pareil, qui a des actions un petit peu différentes dans la voie de signalisation, mais en gros qui est aussi un inhibiteur sélectif et qui lui peut être utilisé dans le lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire après 2 lignes antérieures de traitement. Donc c'est les deux seules pour le moment molécules qu'on peut utiliser de façon simple, hors essai clinique. Bien sûr, il y en a plein d'autres qui sont en cours de développement,
Ces mêmes molécules sont aussi en cours d'association avec les chimiothérapies en phase plus précoce. Mais leurs grands avantages, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que c'est des molécules qui sont complètement différentes dans leur management, parce que c'est traitement PEROS, et que nous, c'est quand même quelque chose dont on a moins l'habitude. Jusque-là, c'était de la chimiothérapie en intraveineux, et que maintenant, on a plein de molécules PEROS qui arrivent, avec plein de nouvelles interrogations, notamment sur les effets secondaires, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la chimiothérapie, mais comme vous l'a dit le professeur Salle, ce n'est pas des médicaments anodins néanmoins. Il y a des effets secondaires, des problèmes d'hémorragie, des problèmes de diarrhée, et tout ça, ça nécessite un management en ambulatoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un médecin généraliste qui est avec nous, parce que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles il faut qu'on collabore entre l'hôpital et la ville pour ces nouveaux médicaments. Il y a aussi les pharmaciens qui sont avec nous, et donc Catherine Riofol qui va vous parler de tout ça. Donc moi, je vais juste m'arrêter là, et puis je vais demander à Catherine Riofol de venir nous faire le topo sur le point de vue du pharmacien. Hop. Toutes les transitions sont déjà toutes faites. Docteur Riofol, quand même, pour vous présenter en une seconde, vous êtes pharmacien, chef du service du groupement hospitalier Sud, Hôpital Civil de Lyon, service pharmacie. Et vous avez donc créé Oncoral il y a 2 ans avec le professeur Gilles Salle et le professeur Audrey Lenoir. Et vous allez nous parler de ce dispositif d'accompagnement des patients pris en charge en ambulatoire dans le cadre de médicaments anti-cancer oraux. Bonjour et merci à vous de me permettre de parler d'Oncoral. Oncoral, c'est notre plateforme de suivi ambulatoire des patients sous anticancéreux oraux. C'est une plateforme que nous avons mise en place à l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon avec le professeur Gilles Salle et le professeur Véronique Trier-Lenoir. Alors, vous savez que l'essor des anticancéreux oraux et le virage de l'ambulatoire permettent aujourd'hui à de plus en plus de patients de bénéficier de leur traitement à domicile. C'est un petit peu tardif finalement pour le lymphome, mais ça arrive avec de nouveaux médicaments dont on vient de vous parler. Par exemple, l'ibrutinib et l'idélalysib, qui sont des médicaments qu'on utilisait jusqu'à présent seulement dans la leucémie lymphoïde chronique et qui maintenant ont une AMM en France dans certains lymphomes. C'est aussi le cas du lénalidomide qui arrive avec une AMM européenne pour le moment. Et c'est un médicament qu'on connaît bien parce que ça fait longtemps qu'il est utilisé dans le myélome multiple. Alors, voir arriver les anticancéreux oraux tardivement dans le traitement du lymphome, eh bien finalement, ça a certains avantages. C'est que ce sont des médicaments que l'on connaît un petit peu mieux. Et on sait aujourd'hui que ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets indésirables comme les hémorragies sous ibrutinib, des diarrhées importantes sous idélalysib ou encore des problèmes de thrombose veineuse profonde sous lénalidomide. Ces médicaments peuvent aussi entraîner des interactions avec d'autres médicaments, que ceux-ci soient prescrits ou non prescrits. Et j'ai cité en exemple la potentialisation des hémorragies sous ibrutinib par des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, qui est pris très régulièrement en automédication. Certains anticancéreux oraux, comme le lénalidomide, présentent des modalités de prise extrêmement complexes qui peuvent être source d'erreurs si le patient ne comprend pas comment est-ce qu'on peut le prendre. C'est le cas du lénalidomide qui va se prendre 3 semaines sur 4. Enfin, on sait qu'en cancérologie, environ un patient sur 3 ne prend pas bien son médicament comme celui-ci lui a été prescrit et on dit que ce patient n'est pas observant. Et c'est pour toutes ces raisons que nous nous mobilisons aujourd'hui à travers ces différentes plateformes. Alors Oncoral, c'est la plateforme qui a été mise en place aux Hospices civils de Lyon et je suis venue vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors, c'est une plateforme qui s'adresse à tous les patients atteints de cancer, tout cancer confondu, et donc tout anticancéreux oral confondu, c'est une première force. Elle s'adresse aux patients qui présentent des risques de développer des problèmes de iatrogénie médicamenteuse, c'est-à-dire des effets indésirables, des interactions médicamenteuses, des problèmes de non-observance. Pour la plupart, ce sont des patients polymédiqués. Ces patients sont suivis dans le cadre de consultations à l'hôpital par l'hématologue, et quand ils sont inclus dans le programme Oncoral, eh bien,
nous avons plusieurs actions vers le patient et vers le premier recours, c'est-à-dire vers son médecin traitant, son pharmacien de ville et son infirmière libérale, s'il y a une infirmière libérale. C'est un réel lien ville-hôpital, une réelle articulation. Au moment de la première prescription, nous écrivons au premier recours au médecin traitant, au pharmacien de ville, pour l'informer de la prescription d'un nouvel anticancéreux oral et nous informons ces professionnels que nous sommes à leur disposition pour discuter du traitement du patient. Nous appelons par téléphone le pharmacien de ville désigné par le patient pour nous assurer de la disponibilité du médicament lors de la venue du patient à la pharmacie de ville, ce qui évite bien des allers-retours inutiles. Ensuite, l'ensemble des consultations, des séances oncorales est programmé au moment d'une consultation médicale déjà programmée à l'hôpital, c'est-à-dire que le patient ne se déplace pas uniquement pour le suivi oncoral. Là encore, ça permet d'éviter beaucoup de transport. Et donc, ce suivi, eh bien, il est assuré à l'hôpital par un pharmacien et une infirmière en éducation thérapeutique. Et nous allons ensemble nous intéresser au plan de prise. Comment est-ce que je prends mes médicaments, comment est-ce que je détecte mes effets indésirables, comment est-ce que je peux les prévenir, les gérer, et comment éviter les interactions médicamenteuses. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des informations qui sont données aux patients sont enregistrées dans un livret, le livret du patient. Nous encourageons ce patient à consulter le livret, bien sûr, à domicile, mais aussi à le présenter chaque fois que possible au pharmacien de ville et au médecin traitant de façon à échanger les informations. C'est un réel partage des informations à des moments clés du parcours. Alors ici, c'est un exemple d'un plan de prise. Alors nous travaillons avec le patient sur comment est-ce que je vais prendre mes médicaments, à la fois pour son anticancéreux oral, et j'ai choisi l'exemple de l'ibrutinib, vous voyez, tout en bas du plan de prise, 4 gélules à prendre un petit peu à distance du petit déjeuner. Mais nous travaillons également sur les autres médicaments qui sont pris par le patient, à la fois pour prévenir et gérer les effets indésirables liés à l'ibrutinib, et également les autres médicaments qui ont pu être prescrits par le médecin traitant ou les spécialistes en ville. Donc c'est l'ensemble du traitement qui est revu. Une fiche d'information sur le médicament est remise au patient pour compléter et fixer les informations orales que nous avons pu lui transmettre. À d'autres séances, nous travaillons sur les effets indésirables. Donc, nous choisissons de parler des effets indésirables choisis par le médecin. Donc, le médecin a parlé d'effets indésirables au patient. Nous reprenons ces effets indésirables et de la même façon, nous parlons des effets indésirables qui ont pu survenir d'une visite à l'autre. Pour chaque effet indésirable, le patient explique ce qu'il doit éviter, ce qu'il doit favoriser pour prévenir et gérer tous ces effets. Il y a un autre atelier qui intéresse beaucoup les patients, ça consiste en des mises en situation. Qu'est-ce que je dois faire en cas d'oubli d'une prise, en cas de survenue de vomissement après une prise médicamenteuse, si je suis partie en week-end, si je voyage. À ce moment-là, il y a tout le problème du décalage des fuseaux horaires et ça a été très intéressant de voir que cet atelier-là intéressait beaucoup les patients. Alors, l'ensemble des informations à travers ces différents ateliers, l'ensemble des informations qui sont transmises aux patients, eh bien, vient enrichir le livret au fur et à mesure des séances et cela permet aux patients de partager ces informations avec son médecin traitant, son pharmacien de ville et ceux-ci prennent donc le relais de l'information. La première année, nous avons suivi un petit peu plus de 203 patients, je vais y arriver, à la fois des patients atteints de cancer hématologique et de tumeurs solides, un petit peu plus d'hématologie, parce qu'évidemment, le centre du professeur Gilles Salles recrute beaucoup de patients. Dans notre hôpital, ce sont des patients qui, en moyenne, ont un petit peu plus de 66 ans, et surtout, ils sont polymédiqués. Ce sont des patients à risque qui prennent beaucoup de médicaments, jusqu'à 9, 10, parfois davantage, tous les jours. Ce sont des patients qui prennent beaucoup de médicaments dans la sphère cardiovasculaire, probablement liés à leur âge, donc des patients hypertendus qui prennent des statines aussi pour le cholestérol, etc. Leurs autres médicaments sont surtout des antalgiques pour gérer la douleur en lien avec la maladie cancéreuse et également des psychotropes, puisque l'on sait que le stress, l'anxiété, la dépression sont souvent associés au cancer.
il est intéressant de remarquer que ces patients ont recours aux médecines alternatives complémentaires. Bien souvent, il s'agit de phytothérapie qui va interagir avec l'anticancéreux oral et nous sommes là aussi pour prévenir et gérer ces interactions. Je vais vous laisser encore 2 minutes. C'est un petit peu court. 3. Alors, Oncoral, surtout au moment où je vais parler de la plus-value d'Oncoral, donc Oncoral permet aux patients d'acquérir des compétences pour identifier et gérer des effets indésirables. Donc, on voit ici, dans une première étude qu'on avait menée avec des traitements immunomodulateurs, comme le lénalidomide, eh bien, que le patient acquiert des connaissances pour identifier des effets indésirables comme la neutropénie fébrile, les thromboses veineuses ou l'embolie pulmonaire. Il acquiert également des compétences pour identifier des effets qui peuvent être graves et alerter son médecin, parce que ça, c'est important. Nous arrêtons à peu près une interaction pour 4 patients, une interaction médicamenteuse qui aurait eu pour conséquence d'augmenter la toxicité de l'anticancéreux oral ou bien de réduire son efficacité. C'est dire l'importance de ce suivi sur les interactions médicamenteuses. Oncoral améliore l'observance. Alors on voit d'une part que le score moyen d'observance est augmenté et on voit également dans le premier diagramme eh bien, que les patients non observants sont moins nombreux, mais que les patients plus observants sont beaucoup plus nombreux au fil du suivi oncoral. Enfin, la satisfaction des patients pour leur traitement, pour leur prise en charge thérapeutique est améliorée dans ce suivi, et ça c'est mesuré par une échelle qui est validée en langue française. Alors le message, eh bien d'abord c'est qu'Oncoral effectivement et d'autres suivis de ce type permettent d'améliorer la qualité des soins, la sécurité des patients ambulatoires sous anticancéreux oraux. C'est aussi la démonstration une fois de plus que les médicaments, eh bien, quand ils sont pris en situation de vraie vie, ne sont pas pris exactement comme dans les essais cliniques qui ont pourtant démontré leur efficacité et leur tolérance. Il est donc indispensable d'encourager des suivis comme Oncoral, et c'est en parfaite concordance avec le plan cancer. Pour finir, et c'est la dernière diapo, eh bien, nous avons souhaité aller plus loin et ce suivi, ce soin oncoral est associé à un volet recherche qui s'appelle PACOM et qui nous permet, à partir de toutes les données que nous travaillons donc avec les patients oncorales, eh bien, ça nous permet d'avoir des données de vraie vie qui vont nous permettre de répondre à d'autres questions encore pour améliorer la prise en charge des patients et leur sécurité. Tout cela se fait avec des partenariats institutionnels et industriels. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On voit donc qu'un des grands impacts de toute cette nouvelle thérapie, c'est le virage de l'ambulatoire. Et il y a un acteur important dans ce virage de l'ambulatoire, c'est le médecin généraliste. Docteur Evelyne Adam, vous avez été 16 ans médecin généraliste en ville à Feyzin et vous êtes aujourd'hui au sein d'une clinique de soins de suite à Lyon depuis 1 an. Et justement, quelle est la place du médecin généraliste dans ces nouveaux parcours de soins ? Alors, je pense que la place, il y a plusieurs éléments importants. D'une part, la plus grande part, c'est d'accompagner le patient dans une épreuve qui est quand même difficile. C'est un soutien psychologique très important, je pense. C'est également coordonné peut-être aussi en partie, mais je pense que ce système oncoral va très nettement faciliter la tâche du généraliste qui se sentait souvent un petit peu exclu des soins hospitaliers. Il y avait d'un côté les soins du généraliste, donc le suivi cardiovasculaire, etc. Et puis d'un autre côté, le suivi du cancer pour lequel on avait souvent assez peu d'informations finalement, même sur les molécules utilisées. Donc là, je pense que c'est très important parce qu'on est vraiment informé des molécules, des effets secondaires, etc. Et j'ai remarqué sur mes nombreuses années d'exercice que le patient avait quand même comme fâcheuse habitude de prendre de nombreux traitements annexes parce que son voisin lui avait dit que, ou parce qu'il avait lu que telle phytothérapie pouvait être intéressante, et qu'effectivement, même une molécule qui peut paraître totalement anodine comme par exemple un traitement par les plantes, a fréquemment de très nombreuses interactions avec des médicaments.
et peut faciliter les effets secondaires ou l'inefficacité ou la moindre efficacité d'une molécule. Donc voilà, je pense que c'est très important d'être impliqué vraiment dans le traitement du patient. Et puis, un autre aspect aussi, c'est bien sûr détecter des effets secondaires que le patient pourrait ne pas signaler ou considérer comme normal. Ça me paraît important que le généraliste puisse avoir, lui, une espèce de liaison directe avec les cancérologues ou avec les pharmaciens pour pouvoir alerter d'un nouvel événement, savoir si c'est quelque chose qui doit être pris en compte ou non, voilà, de manière rapide ou pas. Voilà. Et vous voyez une évolution justement dans ces rapports que vous pouvez avoir avec les médecins spécialistes, l'échange? Oui, moi par rapport à il y a 15 ans, je note ça évolue de manière très très favorable. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, vraiment, c'était deux mondes à part. Et maintenant, vraiment, d'une part, on a des courriers très détaillés avec une description même des interactions, des effets secondaires auxquels on doit être vigilant. Et puis, on a une facilité aussi à joindre maintenant les équipes hospitalières qu'on n'avait pas autrefois. On a des lignes dédiées, même en particulier en hématologie, où on peut joindre un hématologue dans la minute, ce qui est très appréciable. Et donc, on a vraiment, oui, maintenant, je crois qu'on est vraiment informé de manière aussi rapide que le patient, ce qui est bien. Qui est en effet un grand progrès. Ouais. Vous suivez combien de patients atteints de lymphome? Alors, en moyenne, je pense qu'en médecine générale, on a... Alors, il y a aussi des lymphomes guéris, bien sûr. On a une moyenne de 4 à 5 patients par cabinet, je pense, qui ont encore un lymphome. Alors, je voulais dire aussi qu'il y avait une chose qui avait été abordée à plusieurs reprises, c'était la fatigue, les troubles attentionnels, etc. Et je trouve que dans le suivi à long terme des lymphomes ou de patients qui ont eu des chimiothérapies ou des thérapies ciblées, c'est quelque chose pour un médecin généraliste qui revient très souvent, pour lequel on est un peu démuni parce qu'on n'a pas d'explication à apporter, si ce n'est qu'il y a eu un lourd traitement et que certainement c'est fatigant pour l'organisme, mais c'est peut-être un peu simpliste. Ça me paraît très important peut-être qu'il y ait des études sérieuses qui soient faites là-dessus, parce que je pense que la qualité de vie à long terme, j'ai l'impression que c'est surtout là-dessus que ça impacte. Voilà. Docteur Lebras, cette coordination ville-hôpital, vous la voyez progresser aussi ces dernières années? C'est vrai que les hématologues, on a un peu la fâcheuse tendance de cocooner un petit peu nos patients, et c'est vrai que je pense que c'est pas, qu'on laisse, c'est un peu de notre faute aussi, mais pas beaucoup de place en médecin traitant, où vraiment, les patients ont un contact direct assez facile, et c'est vrai que voilà, on gère quand même beaucoup de choses, ce qui va quand même, à mon sens, beaucoup changer prochainement, parce que effectivement, il y a de plus en plus de traitements en ambulatoire, et que c'est beaucoup plus compliqué pour nous de gérer tous les gens qui sont à l'extérieur. C'est assez facile de gérer les gens quand ils sont en cours de traitement. C'est plus difficile quand on part sur des traitements PEROS, pour lequel, pour le moment, en plus, on n'a pas de durée déterminée. C'est-à-dire que les traitements dont je vous ai parlé en monothérapie, c'est des traitements, on les commence, on ne sait pas quand on les arrête. Donc c'est sûr que ça va nous faire une patientèle de plus en plus importante. Et je pense que ça va être d'autant plus important, effectivement, qu'on ait un lien entre les médecins et les médecins généralistes. Donc c'est vrai qu'on essaye maintenant de plus en plus de faire des formations communes pour Oui, moi, je voulais féliciter Madame Riofol parce que vraiment, c'est tout à fait méritoire, parce que je crois que c'est la première fois qu'on fait intervenir le pharmacien de ville, ce qui est quand même quelqu'un qu'on oublie souvent et qui est très important pour les patients, et puis le généraliste directement. Et je pense que c'est un modèle qu'il faut vraiment développer et reproduire. Surtout qu'il va y avoir de plus en plus de traitements oraux. On va prendre une ou deux petites questions dans la salle. Là, c'est un sujet qui intéresse. Là. Tout d'un coup, je vois une forêt de mains qui se lève. Alors, Madame, le 4e rang à gauche. Et puis après, Bernard. Allô, oui, bonjour. Donc, Bernard d'abord. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Bernard Varel de France Lymphome. J'ai reçu de la part des patients qui sont inscrits en région Rhône-Alpes quelques retours par rapport à ça. Je vais donc vous faire part de mes ressentis par rapport à ça, essayer de les exprimer au mieux. Alors, la première chose, je m'adresserai à Madame Roufiol. Donc, c'est bien ce que vous avez fait, c'est très, très beau. Sauf que, pour l'instant, vous gérez 200 patients. Quand on aura 2000, 3000, 5000,
je ne suis pas sûr que le système fonctionne, parce que pour vous avoir, ça va être compliqué. Ça, c'est un retour qui a été fait. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui comprend très bien ce qu'on lui dit. Je ne parle pas forcément des gens qui ont des difficultés à comprendre, à lire les notices de médicaments qui ne sont pas toujours simples, et même les personnes qui les expliquent ne sont pas simples. Un deuxième ressenti. Le troisième ressenti, par rapport à ça aussi, c'est que je me dis que c'est très très compliqué, et puis il va falloir l'étendre, pas seulement aux hôpitaux Lyon-Sud, il faudra qu'à tous les gens qui délivrent des chimiothérapies, etc. Donc je parle le centre d'excellence aussi de CLB, et d'autres qui font de la chimiothérapie un peu partout en région Rhône-Alpes, vous les connaissez. Et la troisième chose, donc troisième ressenti, qui va s'adresser ce coup-ci donc aux pharmaciens. Donc, alors, ce coup-ci, Madame Ruffiol, ça ne vous concerne pas vraiment. Vous êtes pharmacien hospitalière, donc vous connaissez bien le problème des médicaments. Le pharmacien d'officine, j'en connais beaucoup. Je suis d'une famille de médecins et de pharmaciens aussi. Franchement, ils ne connaissent pas grand-chose, hein, donc je vous le dis. C'est ce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai été en traitement pendant 18 mois et puis j'ai encore des trucs. Ce n'est pas des spécialistes, on peut les voir pour pas mal de choses, mais pour ça, ce n'est pas trop leur truc. Et puis en ce qui concerne aussi les médecins généralistes, parce que si ça s'adresse à vous, madame, et j'ai rien contre vous non plus, je suis aussi issu d'une famille de médecins, je l'ai dit, ils n'y connaissent rien non plus. Donc, alors pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord, c'est parce que il n'y a pas de formation continue en ce qui concerne les médicaments, la chimiothérapie, etc. pour les médecins. Soit on ne leur en propose pas, soit ils n'ont surtout pas le temps d'y aller, parce que tous ceux que je connais, moi, ils sont saturés de consultations. Ils font de l'abattage, hein, donc on le reconnaît, ils le disent eux-mêmes, s'ils ne peuvent pas vraiment suivre les patients. Et je me demande concrètement, parce que ces gens-là ont aussi le droit de rentrer chez eux, parce qu'ils ont une famille et de prendre des vacances, je me demande qui va servir de relais. Voilà, donc c'est des choses totalement triviales, qui sont un petit peu provocatrices, mais je pense qu'il faut aussi en parler. Ma question est complémentaire. Je pourrais la poser avant que vous répondiez. Si elle est complémentaire, allez-y, comme ça on fera un package. Elle est complémentaire. Je m'appelle Danielle Aubanel, je suis de Marseille et je suis de France Lymphome également, bien sûr, et avant tout. Alors bravo pour Oncoral. Trop de services hospitaliers confient les malades sortant de l'hôpital à des sociétés commerciales où il n'y a personne du corps médical. Je suis d'accord. Le plus souvent, ils vendent des fauteuils roulants ou des appareils médicaux. Donc, bravo. Deuxièmement, vous avez choisi de faire communiquer le médecin généraliste avec le pharmacien. Alors, sachez, cher ami, que les pharmaciens disposent depuis longtemps chez eux d'un dossier pharmaceutique partagé. Ce que malheureusement tout le corps médical n'a pas, parce que le grand absent dans ce système, c'est le dossier médical partagé qui, à ce jour, malgré 10 ans d'études, n'est toujours pas en place. Si ce dossier existait, il n'y aurait moins ce souci d'information. Tout le monde aurait accès à l'historique du malade. Donc, grand absent dans nos débats, le dossier médical partagé qui serait une réponse évidente à ce que vous venez de dire. Et voilà l'objet simplement de ma question. Avec cet avenir que vous nous promettez quand même meilleur, avec de la médecine de ville de plus en plus importante, et ça rejoint les questions qui ont été posées ce matin, quid de l'adaptation de nos structures hospitalières? On sait bien que quand une décision est prise, 7, 8, 9 ans s'écoulent avant que la réalisation arrive. Et avec les nouveautés que nous avons, n'allons-nous pas construire des hôpitaux ou des nouveaux services qui seraient obsolètes une fois réalisés, étant donné que les avancées thérapeutiques éloignent un petit peu, sur la longue durée du moins, le patient de l'hôpital? Pour reprendre les éléments dans l'ordre, la pharmacienne de ville n'est pas là pour se défendre, mais vous l'avez un peu évoqué, donc peut-être que Catherine Riofol pouvez répondre là-dessus, vous en occupez. Merci. Alors, ce qui est bien quand on vient de discuter avec vous, c'est que vous avez tout le temps que vous voulez pour poser les questions, et puis moi, je vais encore avoir 1 minute 30 pour y répondre. Non, 2 minutes 30. C'est ça? Et la parole des malades et la parole des intervenants. Exactement. Donc, je vais essayer de faire court. Hein. Je peux pas apporter des solutions à toutes les questions, mais quand même. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Oncoral est dans une phase exploratoire à Lyon-Sud, avec 200 patients année. Nous essayons aujourd'hui de financer des moyens supplémentaires, tout simplement, pour essayer de le déployer dans tous les hospices civils de Lyon dans un premier temps. Mais encore une fois, ça nécessite des moyens et c'est pas évident. Voilà. Donc on est en train de passer à la phase de déploiement aux hospices civils de Lyon.
Les autres enjeux, ils sont évidemment d'essayer de déployer ce dispositif ou d'autres. En tout cas, celui-là existe et est prêt à être déployé dans la région. Ça ne se fera pas seulement à partir de l'équipe Oncoral. Il faudra pour cela avoir des soutiens comme celui de l'ARS ou d'autres instances. Ça ne se fera pas tout seul et donc ça prendra effectivement du temps. Mais en tout cas, l'équipe Oncoral est tout à fait favorable et très demandeuse de pouvoir partager l'outil. On regrette bien évidemment qu'il n'y ait pas eu de programme d'éducation thérapeutique en cancérologie clé en main qui nous soit livré. On parle aujourd'hui de ce programme à Lyon, il y en a d'autres en France, et chacun de nous a dû recréer un programme, c'est un petit peu dommage. Alors c'est vrai que maintenant qu'il existe des programmes, il pourrait servir de modèle, et en tout cas, Oncoral est tout à fait favorable à le partager. Ça, c'est le premier élément de réponse. Pour la suite, alors évidemment, Oncoral n'a pas la prétention à aider et à accompagner 2000 patients, c'est sûr. C'est pas notre travail. J'espère qu'il y aura des programmes comme celui-là qui vont se déployer sur tout le territoire, parce que bien sûr, le risque, ça serait que ces 2000 patients soient suivis par ces sortes de plateformes commerciales qui tournent avec aucun médecin, pharmacien, infirmier, ou bien avec des gens qui n'ont jamais entendu parler d'une pathologie, etc., et qui font du suivi par téléphone et dont on finira par avoir le même accueil que quand vous appelez la plateforme qui gère votre téléphonie mobile. Donc, j'espère que ces programmes se développeront. Voilà. Vous avez parlé du pharmacien d'officine. Je crois qu'on ne fait bien que ce que l'on fait tous les jours. Le pharmacien d'officine, tous les jours, rencontre surtout des patients qui sont atteints d'autres pathologies chroniques que le lymphome, de l'asthme, du diabète, et le pharmacien d'officine est le professionnel de santé expert dans ces pathologies qu'il rencontre tous les jours. Alors, nous n'avons pas la prétention et aucunement l'envie d'être une structure de formation pour nos collègues pharmaciens qui ont fait les mêmes études que nous au départ. Et simplement, l'outil que nous utilisons, c'est ce partage d'informations. C'est-à-dire que le pharmacien reste l'expert du médicament. On se rend compte que chez un patient atteint de cancer, il est tout aussi important de parler de l'anticancéreux oral que des médicaments pour prévenir les effets indésirables. Les modalités de prise du loperamide, par exemple, dans la prévention et la gestion des diarrhées importantes sous anticancéreux oraux, eh bien ça, c'est important. C'est important parce que si le patient est déshydraté par ces problèmes-là, eh bien, il sera hospitalisé. Il aura besoin d'une réhydratation en milieu hospitalier. Le traitement sera interrompu et il y aura donc une perte de chance liée à une interruption de traitement. Donc, nous comptons aussi sur nos collègues pharmaciens de ville pour parler des traitements associés, pour prévenir les effets indésirables et de tous les autres traitements prescrits pour gérer avec nous les interactions. Je sens ici qu'il me reste 30 secondes, donc j'accélère et surtout je ne détourne pas, je ne regarde pas. Qu'est-ce que je dois encore dire? Je ne sais plus. Alors oui, voilà, donc je crois que c'est le partage de connaissances. Ce qu'on dit aux patients, on doit le partager, et ce que nous demande le plan cancer, c'est de se faire le relais de l'information et de compléter l'information. Et je crois vraiment que c'est comme ça qu'on arrivera à interagir, médecins traitants, pharmaciens de ville et puis toute l'équipe hospitalière. Voilà. Juste pour pondérer éventuellement une inquiétude par rapport à effectivement 2000 patients à suivre, etc., c'est que le généraliste n'aura pas 2000 patients à suivre. Et je pense qu'il est capable, quand il a quelques patients suivis avec une thérapie très particulière pour laquelle effectivement au départ il ne connaît rien, il est capable quand même d'aller chercher lui-même les informations, soit auprès de l'hématologue, soit dans de ses ressources documentaires personnelles, pour justement se renseigner sur telle thérapeutique et je pense, devenir performant dans la prévention des interactions médicamenteuses, dans le suivi des effets secondaires, etc. Je pense que c'est tout à fait réalisable sur quelques patients. Et encore une fois, un généraliste ne suit pas 50 lymphomes avec 50 thérapeutiques différentes. En général, il en suit un ou deux en cours de traitement au maximum.
Et donc, je pense qu'il est capable de devenir performant quand même sur certaines thérapeutiques. Et puis, encore une fois, il a quand même un accès maintenant de nos jours très rapide aux hématologues. Voilà. Bonjour. Je vais juste un petit complément. Vous avez un discours en effet très positif là-dessus. Beaucoup de médecins généralistes diront qu'ils suivent en effet un ou deux cas de lymphome, un ou deux cas de tel autre cancer, un ou deux cas de telle autre maladie rare et qu'ils sont surchargés et qu'ils n'y arrivent pas. Il y a le dimanche pour se former, me dit-on. S'il y a des médecins généralistes dans la salle, ils savent qu'il leur reste à faire demain. Mais voilà, je voulais souligner que ce discours très positiviste que vous avez n'est pas forcément celui que je peux entendre au quotidien dans mon activité professionnelle. Alors, Gilles Salles, je crois qu'avant une nouvelle question, je crois que Gilles Salles voulait répondre, compléter les... Okay. J'avais 2 mots à dire. D'abord, je trouve que vous êtes, enfin, à part notre confrère, vous êtes quand même injuste avec les médecins généralistes. Je fais des EPU, il y a des médecins qui viennent aux EPU, ils sont intéressés, ils nous appellent, ils interagissent avec nous. Je crois qu'il ne faut pas décrier comme ça les médecins généralistes. Je ne le dis pas parce que Evelyne Adam est là, mais enfin, pour moi, c'est des confrères. On a à travailler ensemble. Oui, il y en a qui sont surchargés. Ceux qui se plaignent d'être surchargés, ce n'est pas ceux qui, d'abord, font mieux. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup en prenant sur leur temps. Voilà. Ça, c'est quand même un message parce que, bon, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Deuxième petite chose, et c'est en lien un peu avec ce qu'il va dire. Bernard, je te trouve injuste, mais ce n'est pas grave, on en parlera entre nous. On a une démarche nationale avec ma collègue qui est présidente du groupe LLC, avec un certain nombre de professionnels, médecins, pharmaciens, infirmiers et autres, pour porter plus avant ce type de programme. On a rédigé un livre blanc que mon voisin connaît, que vous connaissez dans l'association. Ce livre blanc, il est en train d'être finalisé. FLE, je crois, y a apporté son soutien, comme tous les groupes coopérateurs en hématologie. On le porte aux autorités de santé avec l'idée d'arriver sur des forfaits de soins, comme ils existent pour le suivi ambulatoire des patients en dialyse par les services de dialyse, comme il existe probablement pour le diabète dans un modèle un tout petit peu différent, pour arriver à des nouvelles modalités de prise en charge, pour donner les possibilités aux établissements de santé publics ou privés de mettre en œuvre des dispositifs de ce type. Et il faudra simplement continuer une action de lobbying vis-à-vis des politiques, du plan santé et de la loi PFLSE qui arrive bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Désolé pour ceux qui ont les micros en main, mais on me fait signe qu'il faut vraiment passer à la suite parce qu'on est déjà très très en retard. Alors très rapide alors s'il vous plaît, merci. J'applaudis à 2 mains l'initiative d'Oncoral qui touche, comme ça a été dit, 203 personnes. Et que cette initiative est certainement due au fait de l'utilisation des thérapies orales. Parce qu'on s'est aperçu quand même qu'il y avait un risque. Mais concernant le rapport hôpital-ville, c'est un vieux programme, c'est une arlésienne qui était déjà préconisée dans le plan cancer 2. Les PPS devaient être diffusés à tous les médecins généralistes. Et j'interroge Madame le médecin généraliste ici présente en lui demandant, avant son contact avec Oncoral, quel était le pourcentage de ces patients atteints d'un cancer dont elle avait le PPS. Alors, je ne pourrais pas vous donner de pourcentage. Simplement, j'ai quand même remarqué qu'au fur et à mesure des années, le pourcentage était de plus en plus important. Voilà. Non, mais en tout cas, on voit que ça progresse. On voit qu'il y a encore du travail. On voit qu'il y a la marge de travail, mais que ça progresse. Voilà. Oui, mais on voit bien que les objectifs du plan cancer 1, 2 ou 3 sont loin d'être tous aboutis. Oui, je le sais bien. Je vous remercie beaucoup et merci à toutes de vos interventions.